Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé, podcast en partenariat avec Microsoft France. On continue un petit peu notre exploration de la sécurité, du DevSecOps, de l'AppSec, avec un soupçon d'IA aussi éventuellement. Parce qu'on en parle beaucoup même dans la sécurité et surtout dans la sécurité maintenant. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu, alors globalement, sécurité et souveraineté dans le code, exigences et responsabilité. On est avec Sébastien et Franck. Je vous laisse vous présenter en quelques mots et on prend tout de suite la discussion en cours après. Vous. Ok, merci François. Donc, moi, je suis Franck Faré, je suis architecte de solutions à la base et puis je fais partie des équipes Soprasteria, dont je suis practice leader au sein du CCOE de la practice Azure Apps et DevOps chez Microsoft. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille essentiellement sur le développement d'applications dans les bonnes pratiques sur les technologies Microsoft. Merci. Et bonjour, donc Sébastien Roche, donc j'interviens, je suis l'homologue en fait de Franck au sein de Soprasteria au sein du Cloud Center of Excellence sur les technologies Microsoft. Et pour ma part, j'ai la chance d'animer la practice cybersécurité, donc tout ce qui est spécialisation autour de effectivement tout ce qui va être protection de la donnée, des IA, des identités, etc., dans les technologies Microsoft et pas que. D'accord. Alors, une première question qui me vient un petit peu en tête, comment vous pourriez nous définir la notion de Secure by Design? Parce qu'on en parle beaucoup quand on fait de la sécurité, notamment côté code. Est-ce qu'il y a une différence quand on est côté code et qu'on est un petit peu plus infra? Alors, du coup, moi, je vais commencer à répondre si tu veux bien, Sébastien. Sur la partie Secure by Design, ça veut dire que dès la phase de conception, quand on prend par exemple le cycle DevOps ou même DevSecOps pour le coup, c'est-à-dire que dès la phase de conception, on va s'interroger sur les contraintes de sécurité, les enjeux de sécurité et comment on va les déployer, ne serait-ce que d'un point de vue fonctionnel. Souvent, par exemple, quand on va parler de application multi-tenant, c'est pas du technique le multi-tenant. C'est-à-dire que la même application devra gérer des clients de façon séparée. Il y a des enjeux fonctionnels en se disant ça veut dire quoi séparer. Et après, la déclinaison technique va intervenir. Un exemple tout bête, c'est de se dire à un moment donné, si je prends le multi-tenant parce que je pense que c'est un bon exemple. Si je fais du multi-tenant et que je veux mettre en place ce qu'on appelle du role-based access control, donc du RBAC, ça veut dire aujourd'hui, mes utilisateurs qui sont déclarés pour un tenant, donc pour un client, comment je peux faire en sorte qu'il n'y ait pas de chevauchement avec des utilisateurs d'un autre tenant, d'un point de vue fonctionnel, alors que l'application va rester théoriquement la même. Et du coup, ça va avoir forcément des impacts sur le fonctionnel et donc le développement, et ça aura aussi des impacts sur l'infrastructure, en disant est-ce que je vais utiliser le même système d'autorisation et d'identité. Et ça, c'est qu'un aspect, c'est la phase de conception. Et après, on va se reposer la même question sur la partie dev, sur la partie test, comment je vais tester, et je vais laisser la main après à Sébastien sur la partie infra, quoi. Ouais, je pense qu'il y a ça et il y a aussi un complément, c'est que dans l'approche Secure by Design, c'est-à-dire que tu vas changer de paradigme, c'est-à-dire que tu vas pas considérer que ton application elle est protégée, elle est sécurisée parce qu'elle tourne sur un serveur qui est hyper sécurisé. C'est-à-dire que chacun de tes composants, que ce soit les composants de code, les interactions avec l'identité, l'interaction avec le stockage, l'interaction avec les API, chacun de ces composants en fait va devoir être protégé de manière indépendante, ce qui fait que en fait on n'est plus sur une sécurité où voilà le serveur est très protégé. On parle vraiment du code protégé et de toutes les interactions. D'accord. Alors, quand on parle effectivement de CI ou de CI/CD, de chaînes effectivement autour du build, on va avoir pas mal d'interactions avec du GitHub, entre autres. Et c'est là qu'on va avoir des notions de secret. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de secret, mais comment concrètement on peut le définir et comment ça peut impacter la sécurité, tout ça?
Sur la logique de secret, moi je vais dire, définir un secret, on peut le définir de plein de façons, mais la définition que j'aime bien, c'est quelque chose que même les équipes de développeurs ne devraient pas connaître. C'est-à-dire que de base, c'est vraiment là une logique du j'en ai besoin pour interagir avec le système. Typiquement, on connaît le secret type je me connecte à la base de données. Et comment je fais pour éviter qu'il soit diffusé à travers la moitié de la planète, et entre autres la moitié de la planète des développeurs. Ça, c'est qu'un exemple. Et du coup, on se retrouve dans les chaînes CI/CD, où si je reprends l'exemple de la base de données, on va se retrouver à se dire oui, mais mon développeur il a besoin du secret pour se connecter à la base. Comment il va le faire? Après, je vais déployer dans mon environnement de développement. Comment je vais le faire? Comment je vais diffuser ce secret-là? Même chose dans les environnements de qualification, pré-production, etc. Et à chaque fois, finalement, si on gardait le même secret, toute la planète le connaît au final. Donc il y a de forts risques de le voir se diffuser. Ça, pour moi, c'est un exemple de secret. On a d'autres types de secrets qui sont plutôt, on va dire, plus physiques. Un certificat, c'est quelque part aussi un secret. Bon, il ne faut pas que l'ensemble des certificats soient diffusés et installables sur la moitié de la planète aussi. C'est le même combat. Donc, on va retrouver plein de secrets de ce type-là. Et donc, comment on va les stocker et comment les plateformes type CI/CD vont nous permettre d'éviter de le diffuser, mais nous permettre aussi de l'utiliser. D'accord. Sébastien? Oui, sur la partie utilisation, hein, simplement, on passe d'un paradigme où en fait le développeur, l'utilisateur qui développe du code ou qui développe de l'infrastructure as code, ça va être exactement la même chose. On passe du paradigme où le développeur connaît le secret à quelqu'un à gérer les secrets. Peut-être l'architecte, peut-être une équipe dédiée, sécurité, etc. Ils vont gérer les secrets, vont gérer la rotation de ces secrets et ils vont déléguer en fait aux développeurs le droit d'utiliser ce secret, mais sans le connaître, sans en voir la valeur en clair. D'accord. Et il y a même un changement en cours. Du coup, tu as même un changement en cours actuellement. C'est pourquoi mettre un secret si on peut s'en passer? Et typiquement, les hyperscalers comme Azure nous permettent de le faire, c'est-à-dire la connexion à la base de données. J'ai même plus besoin de mettre une chaîne de connexion. Je dis juste, mon application web va se connecter à la base de données. Et c'est du coup l'infrastructure qui va dire telle application web, tel service est autorisé à se connecter à la base de données. Et ça, c'est encore mieux parce qu'il n'y en a même plus de secret à gérer. D'accord. Quelles seraient pour vous les 3-4 pratiques vraiment les plus basiques pour un petit peu sécuriser son application et son code? Je vais prendre un exemple tout bête. Est-ce que c'est déjà vérifier les entrées dans les champs? Est-ce que pour vous, ça reste encore une condition sine qua non pour avoir un code à minimum sécurisé? Oui, alors pour le coup, tous les entrants doivent être validés. C'est-à-dire, alors, le minimum, c'est quand même le format, on est bien d'accord. Mais après, c'est le type d'information. Donc, les entrants doivent être validés. Ce qui sort doit aussi être validé. C'est-à-dire, on ne fait pas sortir tout et n'importe quoi. Combien de fois on voit, par exemple, l'appel à une API, j'ai demandé le nom et le prénom, puis je me retrouve avec les détails complets d'un utilisateur, par exemple. Parce que le développeur n'a pas voulu s'embêter. Il a dit, je fais un select étoile from ma table et je renvoie tout. Ok, typiquement, voilà. Les autres aussi questions, là on est sur le côté code, et j'allais dire un point fondamental pour moi et qui génère des fuites, c'est, je reviens sur la conception fonctionnelle, c'est-à-dire se poser la question, mais est-ce que cet écran est utilisable par qui et comment? Et très souvent, la question n'est même pas posée, en disant, oui, mais le bouton, tout le monde y a accès. Oui, mais si personne, aucun analyse fonctionnelle ne l'a dit, potentiellement, le bouton est accessible. Évidemment, comme on est sur les applications qui font de plus en plus appel à les API, c'est-à-dire que l'API qui se cache derrière le bouton n'est pas plus sécurisée que ça. Donc, c'est toute une chaîne. Donc, les entrants, c'est le minimum. Après, en minimum aussi, on a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent de revalider un minimum le pattern de développement. C'est-à-dire, si je prends du Sonar, du GitHub, on parlait de GitHub juste avant, là, qui nous permet de le faire de façon très simple, il n'y a plus d'excuses à ne pas avoir ces informations-là. Et après, les outils encore plus avancés qui nous permettent de le faire. Et ça, c'est vraiment les bases pour le faire. Et puis les flux. C'est bête, on en parle encore, mais quand on se retrouve avec des flux qui ne sont même pas sécurisés, on ne fait pas de HTTPS, par exemple, quand on fait des flux REST, et comment vous pensez le sécuriser? Ou des vieux protocoles HTTP sur du SSL, sur du TLS 1.0 là. Voilà. Aujourd'hui, voilà. Donc,
Sébastien, peut-être un complément ou pas? Ouais, si tu veux le résumer, en fait, tu as une approche, tu as une partie de la réponse qui va venir du design. Okay, je design mon infrastructure, je design mes flux, mon stockage, ma crypto, ma protection de la donnée à rest, au repos, au repos en transit, etc. Tu as une partie qui vient, ce que disait Franck jusqu'avant, qui vient de effectivement design technique et design fonctionnel. Tu as une partie qui vient de l'implémentation. Alors voilà, j'ai mes frameworks, je me protège contre les injections, injection SQL, injection XSS, prompt injection aujourd'hui, c'est la vraie thématique. Je valide mes entrées, donc ça c'est plus de l'algorithmie de l'implémentation. Okay. Et puis après je vais équiper ma chaîne CI/CD d'outillage. On va peut-être revenir un petit peu après dessus sur la partie effectivement outillage et process, outillage et process évidemment, où là j'ai tout un arsenal en fait d'outils qui vont me permettre de venir faire un certain nombre de tests et de détecter en fait les potentiels oublis le plus en amont possible, et jusqu'à la fin où dans mon process de production, si je veux garantir que mon application elle est sécurisée, elle répond à un cahier des charges sécurité, je vais aller faire par exemple des campagnes de pen testing pour aller valider cette exigence. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'une des choses que le développeur il devrait faire, c'est aussi lire la doc et bien faire attention aux implémentations et puis aux recommandations de sécurité que l'on peut avoir, que ce soit dans des services cloud ou même effectivement dans les langages en eux-mêmes? Ouais, alors pour le coup, ça fait partie de ce que j'appelle la formation du développeur. Effectivement, il y a un minimum qu'il doit avoir sur la compréhension des risques de sécurité dans son développement. Parce que c'est pas si évident que ça. Il y a des gros sujets, on va dire, comme on le disait avant, tout ce qui est SQL Injection, etc. Aujourd'hui, tout le monde commence à y connaître, même s'il y a encore des failles dessus, mais ça commence à être connu. Après, il y a des pratiques. Enfin, ça fait que 30 ans qu'on en parle, hein, mais bon. Oui, mais c'est ça, mais voilà. Mais ça existe encore. Donc là, les outils vont nous aider. Des fois, c'est un peu plus, on va dire, plus subtil. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se pose la question et donc lire la doc, comprendre les protocoles de sécurité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de OpenID Connect, de OAuth. Mais finalement, il y a peu de développeurs qui savent vraiment ce que ça cache derrière, de quoi on parle, que cache ce protocole-là et qu'est-ce qui est réellement passé sur ces fameux jetons, la JWT. Ça, c'est de l'information. Ça, c'est intéressant ce que tu dis là. En fait, alors, je vais extrapoler très grossièrement, mais est-ce à dire que le développeur a trop tendance à implémenter, mettons, de l'OAuth ou de CAPTCHA 2 ou 3, comme tu veux, bêtement, sans comprendre la logique qu'il y a derrière? J'allais dire, voilà, du coup, c'est un peu... si on dit bêtement... C'est piégeux, ça, c'est piégeux comme question. Oui, je sais. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à entendre aujourd'hui, ça fait un peu partie des buzzwords, je vais mettre de l'OAuth, de l'OpenID Connect. Mais en fait, derrière, quand on va parler OAuth, OpenID Connect, on met en œuvre des concepts qui ne s'appliquent pas forcément tout le temps. Et donc, la façon d'user de ces méthodes d'authentification et de sécurité ne sont pas les mêmes. Et en fait, on va vite s'en apercevoir parce que, justement, c'est là où c'est important de s'outiller et faire, comme l'a dit Sébastien, en faisant des pen tests réguliers. Il va s'en apercevoir parce que d'une part, son implémentation typiquement entre j'ai une interface utilisateur et là je m'authentifie via cette interface pour accéder à des services et accéder à des ressources de l'utilisateur au nom de cette application-là, c'est pas la même chose que, on va dire, un démon qui va, enfin un Windows Service, si vous voulez, quoi, bref, un job qui va aller consommer cette API pour aller faire des traitements. Pourtant, on va avoir de l'autre derrière, mais les protocoles ne sont pas les mêmes et la façon de s'authentifier ne va pas être les mêmes. Et là, de toute façon, le développeur va se retrouver un peu bloqué parce qu'il ne va pas comprendre ce qui se cache vraiment derrière. Il va tomber sur des articles, il va peut-être être aidé par GitHub Copilot, par exemple, et puis il va se dire, ok, dans ce concept-là, je vais l'appliquer. Est-ce qu'il a vraiment compris ce que ça cache derrière? Qui est propriétaire de la donnée? Qu'est-ce que ça veut dire, ce jeton-là? Pourquoi j'ai un access token, un ID token, un refresh token, dans quel cas j'utilise, dans quel cas j'utilise pas? Et donc oui, pour répondre à ta question, de temps en temps, mais pas systématiquement, certains ne comprennent pas parce qu'ils appliquent simplement ce qui est déjà mis en place. Et puis, réellement, dans la vraie vie, une fois que tu l'as mis en place sur ton solution, tu es juste en train de revalider régulièrement que le token est le bon. Tu n'es pas en train de réinventer à chaque fois la roue. Quoi.
Alors, je crois que c'est Sébastien qui nous parlait un petit peu de la chaîne en CI/CD. Si on se déplace effectivement un petit peu dans ce côté obscur, qui est la CI/CD ou la supply chain globalement, on va dire. Donc là, on va être plutôt dans le côté DevSecOps et non pas dans de l'AppSec, si je résume un petit peu. Oui. Quelles seraient en fait les contraintes et la définition que l'on peut donner du DevSecOps en fait, et donc lié effectivement à toute cette chaîne de CI/CD et de supply chain? Autant quand notre cher buzzword de DevOps a été introduit, la philosophie derrière, c'était quoi? C'était la prise en compte des besoins des métiers de l'Ops dès le dev, dès le build, dès le design. Okay. DevSecOps, c'est quoi? C'est la même chose avec la sécurité. C'est la prise en compte de l'exigence de sécurité. Alors, il y a l'exigence de la sécurité, effectivement. Est-ce que je dois être conforme à une réglementation, etc. Ou est-ce que je dois respecter un certain nombre de principes et de points de design? Selon les deux sont liés. Mais finalement, c'est la prise en compte en fait de ces contraintes, à la fois au moment de l'écriture de code, mais à la manière aussi de concevoir. Et c'est aussi pouvoir effectivement contrôler qu'à chaque étape, mon code et mon code produit et mon code intégré, mon application qui est intégrée avec mes différentes pull requests de mes différentes équipes, finalement, on s'assure que le produit fini continue à répondre à un cahier des charges extrêmement précis. Et c'est ça, aujourd'hui, la partie DevSecOps. Et donc, derrière, ça va tirer un certain nombre de ficelles, puisque, encore une fois, c'est pas DevSecOps, c'est pas un cahier des charges. C'est une philosophie, c'est une approche, et qui va nécessiter à la fois une définition claire de l'exigence de sécurité. C'est pas la même. Je vais pas implémenter les mêmes éléments si je dois être compatible avec du code pour tourner sur de l'environnement souverain, certifié ANSI, SecNum Cloud, parce que je développe une solution souveraine. D'accord ? Je vais pas avoir le même niveau de sécurité que si je développe une solution bancaire qui n'a pas forcément besoin d'être souveraine, mais qui néanmoins doit se conformer à un certain nombre de sécurités, NIS2, DORA par exemple. Okay. Donc bien comprendre en fait ce cahier des charges en fait de l'exigence de sécurité, et ensuite point par point, une norme c'est un certain nombre de points de contrôle, et bien c'est y répondre point par point, et la réponse elle est à la fois outillage, on en a parlé, mais elle est surtout process, et elle est aussi personne, et on a bouclé la boucle, parce que DevSecOps est avant tout une philosophie aussi. Franck, peut-être un complément ou pas? Si, je rejoins totalement ce que disait Sébastien. Dans cette philosophie-là, moi, ce que je trouve de très important, c'est qu'une fois de plus, il faut que les ops discutent avec les devs, c'est important, mais avec les équipes de sécurité. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'à un moment donné, les ops, tout ce qui va être, vont vouloir lire des logs, mais si les devs typiquement génère des logs avec toutes les informations sans se poser de questions en disant oui, mais là le nom de l'utilisateur, son adresse email, tout ça, la totalité des informations, voire le login mot de passe utilisé parce que j'ai besoin de le loguer, il faut que je fasse des diagnostics, on ne sait jamais. Tout ça sont dans les logs, et si personne n'est sensibilisé et puis finalement on fait trop confiance aux outils, on passe à côté de failles plus importantes. Donc, oui, je rejoins la philosophie puis la compréhension mutuelle des uns et des autres. Ça c'est intéressant parce qu'en fait on sent que il faut que la communication entre les équipes ou les différents départements, les différents responsables autour de la sécurité, alors quel que soit le nom qu'on va lui donner, que ce soit de l'OPSEC ou du Secure by Design ou de DevSecOps ou encore autre chose, puisse vraiment se fluidifier et que chaque équipe en fait sache de quoi on parle exactement. C'est ça des enjeux. Mais c'est partager la même définition. Tu vois, en agile, tu as l'importance du definition of done. Et la notion de sécurité, si je parle à un CISO, un responsable de sécurité opérationnelle, un admin système, un admin cloud
ou un développeur ou un architecte, je vais avoir, dans l'absolu, je vais avoir autant de définitions. Donc, pour ça, toujours repartir de quelle est l'exigence attendue, quels sont les moyens de contrôle et quels sont les moyens de preuve, puisque c'est la base aussi, de contrôler la preuve. Et ça, formaliser ça, c'est puis, encore une fois, un vocabulaire commun étant la base de toute collaboration. Alors, vous parliez aussi, et ça c'était très intéressant, les contraintes que l'on peut avoir selon l'activité que l'on a, que l'on soit dans la finance ou dans l'assurance ou dans le service public. Donc là, il y a des réglementations qui vont différer. Tu parlais de Sagnum Cloud il y a quelques instants, donc ça c'est du côté de l'ANSSI. Selon effectivement le domaine d'activité, on n'aura pas les mêmes contraintes au niveau sécurité du code, de l'infrastructure et des usages. C'est bien ça, des enjeux? Oui. Ouais, alors ça, pour le coup, ça peut paraître, on va dire, bizarre, mais oui, tout simplement parce que la sécurité, ça a un coût. Après, il faut savoir où est-ce que je vais mettre ce coût. Il y a un curseur. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre en place des systèmes ultra sécurisés. Si vous mettez en place, par exemple, une petite application interne pour réserver des salles de réunion, je dis, bon, ok, est-ce que ça vous mérite d'avoir un système de sécurité ultra avancé là-dessus? Peut-être, peut-être pas. Il faut se poser la question. Maintenant, quelles sont les informations que je vais stocker? Quels sont les risques de sortie? Quelles sont les fuites de données? Si j'ai juste le numéro de la salle, on va se dire, bon, c'est pas plus grave que ça. Maintenant, si j'ai le nom de la personne, le numéro de la salle, quand est-ce que ça a été pris? Est-ce que je sais si les personnes sont présentes ou pas? Voilà. Et là, on parle juste d'une salle de réunion. Mais il y a des exemples où, si je fais un logiciel embarqué dans une voiture ou dans un avion, il y a tout intérêt à vraiment faire mesurer les risques, parce que là, on parle de la vie des gens. Et puis, il y a des fois, et là, c'est des exemples vécus, on n'a pas l'impression, mais la vie des gens reste en jeu. Je fais une application de gestion d'un allumage quelconque. Je vais parler d'une société qui gérait l'allumage des autoroutes. Le problème, c'est que le logiciel n'était pas assez sécurisé. Les lampes ne se sont pas allumées. Qu'est-ce qui se passe? Quand il fait nuit, qu'il y a un accident sur la route et qu'on demande à ce que ce soit allumé et que ça ne s'allume pas parce que le système est bloqué, potentiellement, ça régénère des accidents par-dessus. Et on n'a pas l'impression, mais des fois, la vie des gens peut être en jeu, alors qu'on a l'impression de gérer juste une application de gestion standard. D'accord. Est-ce que pour vous, il y a des méthodes ou des... je ne sais pas si on peut appeler ça des méthodes ou des façons de parler de sécurité ou de cybersécurité à des collègues sans que ça devienne un sujet un petit peu tendu ou sensible? Je ne sais pas s'il y a des... Alors, il n'y a pas de recette magique, déjà. Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas que... J'ai rarement vu des échanges sur la sécurité entre collègues développeurs qui deviennent des sujets de crispation. Très honnêtement, quand il y a sujet de crispation, c'est quand tu es plutôt dans une discussion risque versus coût d'implémentation versus visibilité. Et ça, c'est des discussions plutôt stratégiques, métiers, juridiques, etc. Donc effectivement, l'objectif, c'est cette culture aujourd'hui DevSecOps, elle commence à rentrer dans l'esprit. Tout le monde en a déjà entendu parler, bien heureusement. Et puis après, il va y avoir une différence de traitement sur la taille des équipes. Effectivement, si tu as une équipe professionnelle de 20 développeurs, ça va pas être du tout la même organisation que des développeurs freelance qui font du full stack, tu vois. Ce qu'on voit, c'est que dans les organisations qui sont très, très structurées, souvent tu as un relais, un security champion ou un responsable de sécurité applicatif qui est en charge d'implémenter les bonnes mesures pour répondre aux exigences, et qui est aussi en charge de diffuser la culture autour du SecOps, et que dans ces organisations-là, de toute façon, je ne connais pas une seule organisation qui, de facto, n'a pas des trainings sécurité qui sont obligatoires pour toute la population, même les non-développeurs. Donc là, je pense qu'on est vraiment, là, depuis quelques années,
avec ce qui s'est passé, malheureusement, sur les grands acteurs, les services publics, etc., le renforcement de ce qu'on voit au contexte géopolitique maintenant depuis 2 ans, je pense que voilà, c'est plus un sujet. Je pense que plus personne ne peut dire la sécurité, c'est pas mon sujet, ça me concerne pas. Je pense que ça, on l'a passé. Alors, on l'a passé à nos frais, mais en tout cas, on l'a passé. D'accord. Alors, je vois que le temps avance, parce que les 30 minutes passent très vite, en fait. Quels seraient vos conseils, les 2-3 conseils essentiels pour rester à jour ou pour appliquer les bons conseils, ou en tout cas les guidelines que l'on peut avoir dans notre cas là, qui nous concerne, c'est dans du GitHub, dans du CI/CD autour d'Azure Build, de Azure DevOps ou d'ES. Voilà. Est-ce qu'il y a comme ça 2-3 conseils ou bonnes pratiques que vous pourriez donner? Moi, je vais déjà en donner un. C'est systématiquement dans la chaîne CI/CD intégrer un outil d'analyse statique du code pour être sûr qu'on n'oublie rien. C'est le minimum. Et l'avantage que ça a, c'est que du coup, ça ouvre les chakras et ça permet à chacun de se dire « Ah oui, mais je ne le savais pas » ou « me re-questionne » et je me dis « Ah oui, c'est une faille de sécurité que je n'avais même pas identifiée. » Ça, c'est le minimum du minimum. Ouais. Oui, donc en fait, c'est tout ce qui est le code coverage. C'est un petit peu ça? Ou c'est encore au-delà? Ça va au-delà. Enfin, pour le coup, avec l'analyse statique du code, par exemple, on parle de GitHub, par exemple, qui nous permet de le faire, ou on parle de Sonar, qui le fait à moindre échelle, mais ça va être de se poser la question suivant la capacité de l'outillage, il va aller au-delà, puisqu'il va même pouvoir parler de l'architecture applicative, et de se dire, ton architecture n'est pas fiable. Il y a des outils qui sont plus avancés et qui vont même pouvoir faire de l'analyse dynamique du code, c'est-à-dire il va s'exécuter et puis il va voir comment ça va fonctionner. Et ça, c'est si on veut rester à jour et si on veut sensibiliser, puis ça coûte pas très cher, genre, sérieusement, si on met du Sonar, il y a des solutions gratuites par exemple, ça au moins ça ouvre les chakras au minimum. C'est le seul conseil minimum que je donnerais à toutes les équipes, c'est de mettre ça en place. D'accord. Ok, très bien. Sébastien, est-ce que toi aussi tu as un bon conseil? Ouais, alors c'est un conseil qui vaut dans beaucoup de cas, mais c'est surtout soyez curieux de ce que vous faites et soyez curieux de ce que vous utilisez et ne prenez jamais rien pour argent comptant. Faites toujours un challenge. Je donne un exemple. Je suis développeur. J'écris mon code le plus sécurisé possible. Je veux les injections, les machins, le top 10 OWASP et tout. Je suis blindé. Mes outils me disent que je suis au vert. Je pose ça sur un serveur web. Le mot de passe est Toto123. Eh ben, si j'ai pas été, moi, en tant que développeur, un minimum curieux de savoir à quoi était destiné mon code, eh ben, j'ai loupé quelque chose. Donc, et ça, c'est d'autant plus vrai quand on développe sur des composants PaaS. C'est-à-dire que la configuration des composants qu'on utilise, le hardening de la base de données, du stockage, du cache, du web server, du container, de tout ce qu'on peut imaginer, eh bien, il est important. Et ça, il faut qu'il soit vu à la fois d'un point de vue développeur, ok. Il faut qu'il soit vu d'un côté aussi conception. Et ça, c'est important. Donc, soyez curieux de ce qui adviendra de votre production. C'est important. Soyez le hacker de votre produit, en fait. Oui. et faites aussi un petit peu de veille sur les failles, sur les mises à jour que l'on peut avoir, ou même sur les fixes bugs, en fait, les bugs fixes que vous pouvez avoir, et tous les patchs de sécurité, que ce soit dans les langages, dans les frameworks, et surtout dans les dépendances que vous avez sur vos runtime. Parce que ça, c'est aussi une bonne idée, ça aussi, de se tenir un petit peu au courant, parce que parfois, on a de très très belles surprises, si je puis dire. Un grand merci à vous deux. Merci Franck, merci Sébastien pour cet échange. N'oubliez pas de consulter les autres podcasts qu'on a déjà abordés sur PodDev autour de l'IA, autour de sécurité. Merci à vous deux et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci, à bientôt. Merci. François.